Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct ce soir sur Public Sénat. On va plus loin ensemble en revenant sur cette semaine politique inédite et pleine de rebondissements. François Fillon qui reste le candidat de la droite alors qu'il y a une semaine on ne le voyait pas tenir. Emmanuel Macron qui est en tête pour la première fois des intentions de vote au premier tour devant Marine Le Pen. Et il commence à rallier des poids lourds du Parti Socialiste. Après Bertrand Delanoë, on parle maintenant de Jean-Yves Le Drian. Pendant ce temps, Benoît Hamon peine à rassembler, malgré la visite aujourd'hui à son QG de campagne du Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Le débat politique dans quelques instants avec des jeunes militants. Et puis comme tous les soirs, le match des idées. Il opposera aujourd'hui l'avocat Jean-Yves Le Borgne à Claude Posternac sur la justice et l'exigence dans notre société, une exigence de plus en plus forte de transparence. Le match des idées à 22h30. Et puis enfin, un engagement hors du commun. Ce soir, nous recevrons dans le grand entretien Véronique Comollet. Elle a choisi d'accompagner bénévolement des personnes en fin de vie. Elle raconte son expérience dans un livre. Toute fin est une histoire. L'entretien à suivre à partir de 23h. Mais avant d'accueillir les invités de notre premier débat, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui, c'est le tour de l'info et il est réalisé ce soir par Samia Dochir. Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour préparer l'anniversaire du traité de Rome. Le 25 mars, l'Union européenne fêtera les 60 ans de son traité fondateur. En pleine crise d'identité européenne, François Hollande a réaffirmé la nécessité d'une Europe unie. L'Europe doit être utile au monde. L'Europe, ça a été un exemple, et c'est pour ça que nous fêtons cet anniversaire, un exemple de paix, un exemple de stabilité, un exemple de liberté, un exemple de démocratie. Eh bien, demain, l'Europe doit non seulement être un exemple, mais doit être utile, c'est-à-dire peser sur le destin du monde. À l'issue de cette première journée du sommet, Donald Tusk a été réélu président du Conseil européen. Justice. Le parquet général a requis aujourd'hui 2 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour François Pérolle. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy est jugé en appel pour prise illégale d'intérêt. Il avait été relaxé en première instance. Il lui est reproché d'avoir pris la tête d'un groupe bancaire né d'une fusion qu'il avait lui-même suivie lorsqu'il était à l'Élysée. Pour éviter les conflits d'intérêts, les fonctionnaires ont interdiction pendant 3 ans de diriger une entreprise qu'ils ont supervisée. Emmanuel Macron. Jusqu'où Emmanuel Macron va siphonner le PS ? Son intention n'est pas de siphonner le PS. C'est ce qui se passe en tout cas. Nous avons souvent dit qu'il n'était pas question de recycler les cadres du Parti socialiste. Je considère que ce soit Bertrand Delanoë qui s'est exprimé hier avec une hauteur de vue que je reconnais depuis longtemps et peut-être aujourd'hui donc Claude Barthelone, ce sont des hommes libres. Territoire. Ils ont le sentiment d'être les oubliés de cette campagne présidentielle. Tous les 5 ans, les maires ruraux sont sollicités pour parrainer les candidats, mais ils ne retrouvent pas leurs préoccupations dans les programmes. Vous avez donc un sentiment qui est d'ailleurs de moins en moins un sentiment, qui est une réalité, que les habitants de certains territoires sont négligés. Quand ça devient compliqué de se soigner, quand ça devient compliqué de se déplacer, quand pour avoir une qualité de téléphone, il faut aller monter sur une butte ou sur une chaise dans son grenier, au bout d'un moment, on se dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les maires des petites communes rendront public la semaine prochaine leurs propositions aux candidats à la présidentielle. À gauche. Aujourd'hui, si on est un peu honnête, le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés, c'est Philippe Poutou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 197 signatures qui ont été validées. Il nous reste à peu près 8 jours pour les obtenir. Qu'il y a les oukases des partis institutionnels. Donc dès que vous allez dans des maires un petit peu, dans des villes un peu significatives, vous avez des maires qui sont encartés dans un parti. Or, nous, très concrètement, on a des maires qui nous ont dit on serait prêt à parrainer Philippe Poutou, non pas qu'on soit d'accord avec son programme, mais simplement parce qu'on pense que démocratiquement c'est juste. Simplement, on a des instructions de notre parti pour dire ne le fais pas. Économie. 187 200 emplois ont été créés en France en 2016 d'après l'INSEE. L'économie française n'avait pas connu telle performance depuis 2007. Une embellie à relativiser.
Elle est essentiellement due à la croissance de l'intérim, qui a progressé de 12% l'an dernier. Les créations d'emplois ont été les plus nombreuses dans le secteur marchand, alors que l'industrie et la construction détruisent plus de postes qu'elles n'en créent. Voilà, retour en plateau pour un retour justement sur cette semaine politique mouvementée avec le débat entre nos jeunes militants des partis politiques. 3 temps dans ce débat ce soir. On va revenir sur François Fillon qui reste donc le candidat de la droite. On va revenir également sur Emmanuel Macron qui maintenant à gauche fait la course en tête loin devant Benoît Hamon qui peine à rallier les poids lourds du Parti socialiste. Et puis je voudrais qu'on finisse ce débat aussi par les violences dans les lycées en Seine-Saint-Denis qui ont eu lieu cette semaine. Alors je vous présente les jeunes militants qui sont avec nous sur le plateau ce soir. Tout d'abord, honneur à la seule jeune femme de ce plateau, Roxane Lundy, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire nationale du mouvement Les Jeunes avec Benoît Hamon. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Pierre Licia, bonsoir. Vous êtes membre des Jeunes avec François Fillon. On reviendra avec vous sur la droite, bien entendu. Sacha Houlier pour le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et puis pardon ? Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis Gaëtan Dussaucé, directeur national du Front National de la Jeunesse. Bonsoir, et merci également à vous d'être sur ce plateau. François Fillon, donc le revenant. Avant de débattre de cette candidature à droite, je vous propose de regarder les derniers rebondissements de la campagne de François Fillon. C'est un sujet réalisé par Jérôme Rabier. Matinée chargée pour François Fillon à son QG puisque le candidat à la présidentielle a commencé de bonne heure à recevoir les centristes. De nouveau à ses côtés, ils ont obtenu des ajouts sur son projet et la validation de l'accord pour les législatives. Nous sommes tous derrière, à travailler parce que l'ambiance est au travail. Le projet sera présenté. Et les centristes s'y retrouveront très bien. C'est ensuite un comité politique qui s'est tenu et là encore l'objectif est de rassembler large pour repartir en campagne avec l'arrivée de François Baroin en charge du rassemblement politique et la nomination de Luc Châtel au poste de porte-parole. Mais ne dites pas à ce dernier que c'est le retour en force des sarkozystes. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de sarkozystes, de juppéistes, de leméristes. Il y a des électeurs de droite qui veulent gagner. Il y a une France qui souffre. Et rien ne serait pire que de la mettre entre les mains de celui qui est finalement l'héritier de François Hollande. Nos électeurs de droite, ils sont en colère. Ils veulent qu'on se rassemble. Ils veulent qu'on aille au combat. Ils veulent qu'on gagne. Et donc là, il n'y a plus de chapelle. Plus de chapelle, mais une équipe élargie dont la répartition des postes doit encore être précisée. Tout comme le projet dont François Fillon présentera le chiffrage dès lundi prochain pour tenter de relancer sa campagne. Pierre Licia, j'ai l'impression qu'il faut repartir à zéro, représenter le projet, qu'à nouveau tout le monde soit d'accord autour du programme de François Fillon, notamment les centristes. C'est un redémarrage de la campagne à partir de la semaine prochaine. Alors forcément, on sort d'une période extrêmement tourmentée pour le candidat François Fillon. Ça, personne le nie. Mais ce qui est clair aujourd'hui au moins, c'est qu'on se retrouve finalement avec François Fillon qui aujourd'hui est le seul et unique candidat de l'alternance. Et on entendait nos amis centristes qui ont tendance, qui se posent des questions, qui doutent, ce que je veux bien comprendre. Mais il faut quand même avoir en tête, et il en est de même pour toutes les personnes de notre propre famille politique, membres des Républicains, qui se posent aussi des questions, que finalement aujourd'hui François Fillon est le seul candidat de l'alternance, et que ceux qui décideraient de ne pas participer à la campagne, ou les électeurs ou sympathisants de droite et du centre qui décideraient de s'abstenir ou de voter pour un autre candidat que François Fillon, seraient responsables d'avoir au deuxième tour soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron, donc soit un programme. Et vous savez pourtant que la semaine prochaine risque d'être compliquée, puisqu'il y aura sans doute cette convocation devant les juges pour François Fillon, mise en examen possible en milieu de semaine. Ce sera alors mise en examen possible, vous l'avez dit, pour l'instant c'est pas le cas. Il peut tout à fait c'est être pour ça que j'ai dit possible. Témoin assisté. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à la détermination du candidat. Et il l'a dit, et puis c'est pas... Et sur le terrain, vous arrivez encore à faire campagne ? Sur le terrain, on arrive, bien sûr. On n'a d'ailleurs jamais arrêté de faire une campagne sur le terrain. On n'a jamais arrêté. Quoi qu'en disent les uns les autres. On a toujours été présents sur le terrain et on continuera jusqu'au bout.
Alors, vous dites que François Fillon est le candidat de l'alternance. On a l'impression que le candidat de l'alternance, pour l'instant, c'est plutôt Emmanuel Macron, Sacha Houlié, porté par des dernières enquêtes d'opinion qui lui sont plutôt favorables. Parce que pour la première fois, il arrive en tête des intentions de vote au premier tour. La France, on a assez des alternances et d'une opposition stérile entre des gens qui finalement ne l'ont pas fait beaucoup avancer. Et plus que d'alternance, j'aimerais parler ce soir d'alternative. L'alternative, c'est celle d'un parti nouveau, d'un mouvement politique nouveau, qui par ailleurs a prévu dans son projet la probité des candidats. C'est-à-dire l'absence de casier judiciaire, c'est-à-dire l'absence de peine d'inéligibilité, le renouvellement de ses cadres, la parité, la pluralité de leurs origines politiques, parce qu'aujourd'hui on considère qu'il y a un renouvellement du clivage qui existe, et que les primaires l'ont montré, et ça se traduit encore aujourd'hui, finalement, dans la campagne présidentielle. On a une recomposition de la vie politique entre ce que sont les progressistes, nous, En Marche, les jeunes avec Macron, et de notre côté les conservateurs qui ont par ailleurs plusieurs candidats à plusieurs titres. Et donc finalement, moi je suis assez peiné du ton qu'a pris la campagne ces dernières semaines, qu'il s'agisse des affaires entachant celle de François Fillon ou d'autres entachant celle de Marine Le Pen, parce que finalement on ne débat pas de ce qui est essentiel pour nous et de ce qu'on a présenté la semaine dernière et ce qu'on avait déjà présenté à de nombreuses reprises, c'est-à-dire notre projet pour la France et notre projet d'alternative qui finalement fera entrer la France dans le XXIe siècle sur le numérique, sur la mondialisation, sur l'écologie, et qui, à mon avis, est essentiel. Gaëtan Dussaucier, vous avez l'impression effectivement qu'on n'arrive pas à rentrer dans ces débats de fond du fait des affaires judiciaires qui peuvent toucher en ce moment François Fillon comme Marine Le Pen? Oui, bon après attention à ne pas faire un amalgame entre les affaires de François Fillon et les affaires de Marine Le Pen, puisque pour le coup ça n'a strictement rien à voir. Il se trouve que chez François Fillon il y a des soupçons d'enrichissement personnel, il y a des soupçons de fictivité d'un emploi. Chez Marine Le Pen on est juste en train de se chamailler sur un statut administratif au Parlement européen. Donc clairement ça n'a strictement rien à voir. Non, c'est vrai que là on a perdu énormément même avec des fonds publics européens. Déjà été condamné. Pour revenir sur le fond, on a perdu énormément de temps dans cette campagne pour arriver finalement à parler des sujets politiques. Entre la primaire de la droite et du centre, 2 mois à parler que de ça. La primaire de la gauche, 1 mois à ne parler que de ça. Les affaires de François Fillon. C'est pour ça qu'on entend si peu finalement Marine Le Pen sur le fond en ce moment? Bien au contraire. Marine Le Pen est la seule candidate à parler du fond aujourd'hui. C'est la seule à faire des déplacements dans le milieu de la ruralité pour aller justement défendre ces agriculteurs dont aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent à la retraite, du fait de la responsabilité des politiques, notamment de libre-échange mises en place par le gouvernement de droite, de gauche et le ministre de l'économie Emmanuel Macron, eh bien des agriculteurs qui, une fois à la retraite, ne touchent que de moins 800 €. Donc elle est là pour justement parler de tous ceux qui sont un peu oubliés durant cette campagne. J'ai l'impression pourtant que tous les candidats à cette élection présidentielle sont passés par le salon de l'agriculture et qu'ils font tous campagne sur le terrain, que ce soit dans les villes, dans les métropoles, mais également dans les campagnes, Roxane Lundy. Oui, je m'inquiète un peu, en effet, de la manière dont se déroule cette campagne à l'heure actuelle. Parce qu'en effet, on a un débat public qui est complètement pollué par des affaires qui font honte à la sphère politique, il faut le dire. On a des jeunes qui sont de plus en plus dépolitisés aujourd'hui, qui ne croient plus en la politique. Et je parle des jeunes parce que, voilà, on est là ce soir pour parler des jeunes, mais pas que. Et je m'inquiète des réponses qui leur sont données. Est-ce que la réponse à apporter, c'est nous, on est sur un débat administratif pour savoir s'il s'agit d'un emploi fictif ou non. Nous, on est sur des questions d'emploi fictif, etc. En tout cas, je pense que ces affaires judiciaires polluent aujourd'hui le débat. C'est un vrai problème, en tout cas, que ces affaires soient survenues. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on entre enfin dans les questions de fond, qui sont des questions qui intéressent les Français. Qu'est-ce qui intéresse les Français aujourd'hui? C'est de savoir comment, quand on est dans des situations de précarité, on va faire pour s'en sortir à la fin du mois. Comment on va faire aujourd'hui pour donner une alimentation. J'ai l'impression que les médias font plutôt ce travail de fond, puisque vous pouvez voir dans les journaux, dans les magazines, sur les plateaux de télévision, des débats de fond thématisés. Nous-mêmes, on l'a fait à plusieurs reprises ici sur ce plateau tout au long de la semaine. Mais c'est plutôt les différents candidats à la présidentielle qui sont empêtrés, soit dans des problèmes de rassemblement, soit dans des affaires politico-judiciaires. Pas tous les candidats. En tout cas, il faut dire aujourd'hui qu'on a certains candidats qui sont mêlés à ce genre d'affaires et que ça pollue aujourd'hui le débat, parce qu'on a une sphère politique qui n'est pas irréprochable à certains égards, il faut le dire. Et puis aujourd'hui, on aimerait passer à autre chose aussi dans le débat, pour revenir sur l'essentiel, parler des programmes, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. On prend acte de la décision de M. Fillon d'aller jusqu'au bout, malgré ses premiers engagements et l'affirmation qu'il avait faite.
Aujourd'hui, je pense quand même qu'il faut parler des sujets de fond. C'est quand même ce qu'il y a de plus important si l'on veut faire un débat de qualité. Alors c'est ce qui va se passer tout au long de la semaine prochaine, puisqu'effectivement les différents candidats, Benoît Hamon, François Fillon et d'autres, vont égrener un certain nombre de leurs propositions et vont les présenter lors de conférences de presse assez officielles. Ça va être le cas notamment de François Fillon lundi, puisque vous allez présenter de façon assez précise les orientations économiques du programme de François Fillon. Absolument. Moi, je voudrais juste dire, après ce tour de table, que je suis assez surpris et même ravi de voir que finalement tous les candidats de la campagne présidentielle attendaient que la droite soit prête et que tout se cristallisait autour de François Fillon finalement pour commencer. On n'a pas attendu la droite pour faire nos programmes et travailler sur le fond. Alors ça tombe très bien parce qu'il se trouve que François Fillon a commencé. Vous êtes obligé de corriger votre projet, donc évidemment on vous attend parce que vous rectifiez votre projet après l'avoir François Fillon a commencé dès 2012-2013 à travailler sur un vrai projet de redressement national. En 2017. Il l'a égrené tout au long en 2013-2014. Il a déjà égrené son programme avec des propositions extrêmement concrètes, sauf que c'était une période où finalement ça n'intéressait pas grand monde. Mais après toute cette période, Pierre Lisca, à quoi va ressembler le projet, le programme de François Fillon? Est-ce qu'il va falloir laisser plus de place aux idées, par exemple, des centristes qui ont accepté de revenir et de faire cette campagne avec François Fillon? Est-ce que c'est un programme donc édulcoré que va nous présenter en matière économique François Fillon lundi prochain? Ah non, pas du tout. Ce sera pas du tout. Je suis pas porte-parole de François Fillon. Je suis ni son porte-parole ni dans sa tête. Mais c'est à mon avis pas dans son état d'esprit que d'édulcorer le programme qu'il a déjà présenté il y a plusieurs mois, qu'il a présenté à plusieurs millions de Français qui se sont prononcés en sa faveur quand même aux primaires. Faut quand même pas l'oublier. Et que s'il a gagné les primaires, c'est parce qu'il était celui qui avait quand même un programme de fond très construit, très travaillé et très poussé, et que au final. C'est aussi le candidat, c'est le seul véritable programme de redressement, et donc finalement édulcorer un peu, revenir en arrière là-dessus, comme le fait par exemple Benoît Hamon après la primaire sur son histoire. On va parler de Benoît Hamon dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. On va parler de Benoît Hamon dans quelques minutes, mais avant je voudrais d'abord savoir ce que vous disent sur le terrain les militants que vous rencontrez à la suite de toutes ces affaires qu'on a pu connaître ces dernières semaines, donc quel accueil on vous fait sur le terrain. Et puis, deuxième question, je ne sais pas si vous avez lu dans Le Monde de ce soir, il y a une enquête du CEVIPOF qui est assez intéressante et qui montre que pour la première fois, l'abstention pourrait être record à une élection présidentielle. J'imagine que ces chiffres vous ont frappé également. Qui veut réagir en premier? Bon, on va y aller. Allez, donc, oui, en effet, c'est vrai que l'annonce, l'estimation, parce qu'après, il faut évidemment attendre le premier tour, mais de l'abstention possible qu'il pourrait y avoir dès le premier tour de l'élection présidentielle est assez inquiétant. Mais en réalité, il faut essayer de se poser un peu la question de pourquoi aujourd'hui il y a tant de Français qui sont justement assez indécis avant ce premier tour, qui ne savent pas vraiment vers qui aller. C'est parce qu'il y a quand même une certaine ambiance, il y a une certaine atmosphère qui fait que cette campagne n'est pas intéressante et surtout qu'ils n'ont plus confiance dans le politique. Parce qu'à partir du moment, je vais pas forcément revenir... pas intéressante ou ce sont les idées des politiques qui ne sont plus entendues sur le terrain? Non, c'est tout simplement, il suffit de regarder deux choses. Déjà, cette longue tradition finalement de trahison, c'est-à-dire qu'on fait des promesses pendant la campagne et après on fait l'inverse, arriver au pouvoir. C'était le cas avec François Hollande en 2012, mais c'était le cas aussi avec Nicolas Sarkozy en 2007. Et ensuite, la seconde raison, c'est que là, les candidats à l'élection présidentielle, et je pense en particulier à messieurs Fillon et Hamon, sont, depuis le début de leur campagne, finalement, sont dans une espèce de cuisine électorale, de politique politicienne, à négocier avec leur propre famille, avec leur propre camp pour savoir, tiens, toi, je te laisse tant de circos, etc. Mais parce qu'il va falloir avoir, après l'élection présidentielle, une majorité. Personne, tout simplement. Parce qu'il va falloir avoir, après l'élection, une majorité parlementaire. C'est peut-être ça, justement, qui manquera à Marine Le Pen. Non, ça là-dessus, vous pouvez avoir une parfaite confiance dans la bonne volonté populaire. Nous aurons notre majorité, vous inquiétez pas. Non, mais il faut aussi décoller le nez des sondages et avoir un peu de hauteur d'esprit sur ce que va être l'élection présidentielle. Aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, il y a effectivement des candidats qui en sont encore à corriger leur programme parce qu'ils sortent de la primaire et parce que... il y en a qui sortent le programme il y a une semaine aussi. Mais le programme, on l'a égrené. Les propositions sur l'assurance chômage pour tous, c'est pour que les Français gagnent plus, on l'a égrené dès le porte de Versailles, dès en décembre. Les propositions pour l'éducation et pour diviser les classes par deux dans les zones en difficulté, on l'a égrené dès le mois de janvier. Le plan d'investissement dans l'agriculture, puisque vous en parlez, diviser les classes par deux en termes d'effectifs dans les zones en difficulté. Effectivement, c'est une mesure de justice sociale. Le projet pour l'agriculture et notamment pour la lutte contre la volatilité des prix, pour les filières, on l'a proposé effectivement aussi en janvier. Donc le programme dans sa globalité, certes, il a été proposé
la semaine dernière, le 2 mars, vous avez raison de le dire. Et d'ailleurs, il sera dans la boîte aux lettres de tous les Français, puisqu'il est diffusé très largement. Vous avez de sacrés moyens, dis donc. Eh bien oui, ça s'appelle des moyens militants, et c'est nos 200 000 adhérents d'En Marche qui vont faire le tour de la campagne, parce qu'ils vont aussi dans les zones rurales, je vous signale. Et donc non, il faut aussi faire confiance d'abord dans la mobilisation, il faut aussi rendre cette campagne intéressante, et ça c'est le rôle dont on va se charger. Et moi je voudrais remercier aussi les militants des Jeunes avec Macron et de En Marche, chez qui on a 70% de primo engagés. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais adhéré à un parti politique. Et donc je ne me résigne pas à croire que les gens qui n'ont jamais fait de politique ou qui ne s'intéressent pas aujourd'hui viendront à l'élection présidentielle. Roxane Lundi, vous vouliez qu'on parle de Benoît Hamon. Alors on va en parler, mais juste après avoir vu ce reportage aujourd'hui de Mounir Soussi, puisque Benoît Hamon a reçu une visite de poids, d'importance à son QG de campagne aujourd'hui. C'était la visite du Premier ministre Bernard Cazeneuve qui est venu rappeler aux vainqueurs de la primaire la nécessité de rassembler au Parti socialiste. On regarde. Bernard Cazeneuve au QG de Benoît Hamon pour redonner de l'élan aux candidats. Au moment où de nombreux cadres du PS rejoignent Emmanuel Macron, le Premier ministre vient s'afficher aux côtés de Benoît Hamon qui a besoin de reprendre la main dans cette campagne. C'est pour moi un immense honneur et privilège qu'il soit venu jusqu'ici pour m'apporter ce soutien. Bernard Cazeneuve s'est déplacé à la demande de Benoît Hamon. Loin d'une simple visite de courtoisie, le Premier ministre a averti le candidat sur son obligation à unifier son camp. J'ai aussi dit à Benoît Hamon ce que je lui ai toujours dit franchement. Nous sommes à un moment où il faut rassembler. Cela signifie qu'il faut inscrire l'espérance qu'il incarne dans la continuité de ce qui a été fait de positif pendant ce quinquennat. Bernard Cazeneuve invite son ancien ministre à ne pas renier le bilan. Il a effectué le service minimum et n'a déclaré formellement à aucun moment qu'il soutenait Benoît Hamon. Dans l'équipe du vainqueur de la primaire, on souhaite passer au plus vite à une nouvelle phase dans cette campagne. Une visite qui avait plutôt l'air de dire à Benoît Hamon, dépêche-toi de rassembler ton camp, sinon on va filer chez Macron. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour la volonté farouche de Benoît Hamon de rassembler le peuple de gauche. Il faut dire aujourd'hui ce qui est. Oui, mais il a du mal. Il a peut-être une volonté farouche, mais en tout cas, il y arrive pas. Vous savez, le rassemblement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, déjà. Ça nécessite du temps. On a pris ce temps-là. On souhaitait le faire. Et aujourd'hui, on a des résultats. Voilà, l'accord avec les Verts, ça ne s'était pas fait depuis 1974. C'est une première victoire. Mais il a perdu du temps avec cet accord. L'assemblement du peuple de la gauche. Et cet accord, il fait peur à certains élus, cadres du Parti socialiste. Qui on veut rassembler? On fait le choix de rassembler l'ensemble du peuple de gauche, ou on fait le choix de rassembler certains élus qui ont leur place depuis des années, parfois même qui sont retraités de la politique et qui ont tellement peur des changements qui sont en train de se produire qu'ils décident d'aller chez M. Macron qui a une ligne beaucoup moins... Donc ça, c'est une allusion à Bertrand Delanoë, j'imagine. Je ne parle pas que des retraités, il y en a... Et tous les Parisiens qui soutiennent encore Delanoë seront contents d'apprendre que Bertrand Delanoë n'est qu'un retraité. Je ne dis pas que M. Delanoë n'est qu'un retraité, je m'étonne que vous pensiez... C'est un homme politique qui est à M. Delanoë. En tout cas, je constate que si aujourd'hui on veut construire un rassemblement d'ampleur, il ne faut pas se contenter de parler à certains élus. Parce que c'est ça la cuisine politique dont on parle. C'est pas cette image-là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équipe de campagne, on a des personnalités de la société civile. Alors oui, c'est vrai, on a des Gérard Collomb qui ont décidé d'aller soutenir En Marche, des Bertrand Delanoë également, et puis voilà. Et puis on a un Benoît Hamon qui est un peu seul quand même. Et à côté, on a des Piketty qui nous rejoignent, des Dominique Méda, des Julia Cagé, qui sont des personnalités éminentes pour le peuple de gauche, des intellectuels incroyables qui nous font des programmes de fond, de qualité. Aujourd'hui, rassembler la gauche, ce n'est pas parler à certains élus. Ces personnalités sont moins connues et donc du coup, elles donnent l'impression que Benoît Hamon est quand même assez isolé pour l'instant. Merci de parler de cette impression, parce que c'est toujours cette impression qu'on donne de Benoît Hamon qui serait isolé. Plus de 2 millions de personnes sont venues voter à une primaire large de la gauche. C'est le peuple de gauche qui s'est exprimé et qui a voté à une large majorité pour Benoît Hamon. Le peuple de gauche est rassemblé. Le peuple de gauche l'est. Aujourd'hui, je constate qu'on a un certain nombre d'élus qu'on pensait légitimistes pendant certaines années, qui ont soutenu des lois qu'on n'a pas tous soutenues, qui n'étaient pas, que je ne considère pas et que beaucoup ne considèrent pas comme étant des lois de progrès social en tout cas, et on a cru que c'était simplement parce qu'ils étaient légitimistes. Aujourd'hui, ils nous disent non, c'est parce qu'on est libéraux.
Donc il n'y a pas de problème. Simplement, ces personnalités sont autant de gauche que l'est M. Macron, c'est-à-dire ne le sont pas. C'est pas grave, mais simplement, elles ne font pas partie du peuple de gauche auquel s'adresse M. Macron. Sacha Houlier. Le sectarisme qui consiste à dire je vais rassembler mon camp, on voit bien qu'il est passé. Nous, on ne rassemble pas ni la droite ni la gauche. On ne parle pas de camp. On rassemble les Français. Vous avez dit le camp, la gauche. Donc. Oui, aujourd'hui, on parle du peuple de gauche. Je vais développer. C'est tellement dépassé qu'on a des gens qui se mobilisent dans des primaires de droite et de gauche. On ne va pas rassembler ni la gauche ni la droite, dont on voit qu'il y a tellement de dissensions ensemble qu'elles sont incapables de se réunir après la primaire passée. On rassemble les Français, et on rassemble les Français pas sur un programme qui est évolutif en fonction des accords électoraux qu'on passe. Non, on a un projet qui est cohérent. C'est d'ailleurs un des éléments qui va permettre de déterminer les candidats qui pourront le représenter ensuite à l'Assemblée nationale. J'ai simplement une question sur ce sujet. Un projet qui est cohérent, efficace, et qui finalement ne bougera pas d'un iota, et qui sera pleinement représenté par des élus qui ne seront non frondeurs. J'ai une question à vous poser à tous les deux. J'ai une question également, c'est quelle va être la politique économique de M. Macron? Est-ce que ce sera celle d'un Robert Rue? Est-ce que ce sera plutôt celle d'un Robert Rue? Ou est-ce que ce sera plutôt celle d'un Madelin? Vous êtes tellement dans le système que vous considérez qu'un soutien est une négociation. Bonne question de Roxane Lundi. Répondez, Sacha Houlier. Mais quelle va être la politique d'Emmanuel Macron? Il l'a dit à Porte de Versailles, libérer le travail, donc permettre d'embaucher, permettre de créer des emplois et protéger les salariés. C'est l'assurance chômage pour tous. Et il faut marcher sur deux jambes dans ce pays parce qu'on a trop souvent considéré qu'il n'y avait qu'une seule voie possible, qui était soit celle de la gauche, soit celle de la droite, et qui était une voie dans laquelle les gens s'enfermaient de façon bornée au détriment des citoyens français. Vous savez, l'impression aussi que vous pouvez peut-être donner ce soir, Roxane Lundi, c'est de deux gauches irréconciliables. Vous disputez ensemble sur un plateau face finalement au Front National et à la droite de François Fillon qui vous regarde amuser. Mais merci de le dire vraiment. C'est qu'aujourd'hui, non, on a la gauche et on a la droite. C'est aussi simple que ça. Et non, c'est faux. On a aussi l'extrême droite, c'est vrai. C'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des personnes qui, sous prétexte que ce seraient des programmes ni de droite ni de gauche, nous disent il n'y a plus de clivage droite-gauche. Regardez l'assurance chômage pour tous. Dites aux gens que l'assurance chômage pour tous n'est pas une mesure de justice sociale. Et la baisse de l'ISF pour les plus riches et la suppression des allocations chômage, la précarité. On va donner la parole à droite. On va donner la parole à au milieu de cette guerre des gauches, je voudrais justement rappeler ce qui différencie un Emmanuel Macron qui est en réalité quelqu'un de gauche, désolé de le... Pour la gauche, il est à droite et pour la gauche, il est à droite. Pour la droite, on est central, voilà les réalités. Si je peux simplement donner mon avis, dire que l'assurance chômage pour tous, c'est justement ce que nous combattons. C'est-à-dire que je préfère, moi jeune aujourd'hui, m'engager pour l'emploi pour tous plutôt que le chômage pour tous. Moi, mon idéal, c'est pas le chômage. Mon idéal, c'est l'emploi. Alors, vous avez bien écouté les discours d'Emmanuel Macron, parce que c'est le cas de candidat du travail. Là, vous allez être d'accord sur les politiques économiques. Deuxième élément, on vous a laissé parler assez longtemps, mais cette question-là des soutiens n'est pas une question anodine dans la mesure où elle pose la question de la majorité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un président, il faut une majorité. Aujourd'hui, François Fillon a un projet et il saura rassembler une majorité derrière lui. On l'a vu la semaine dernière. Il saura rassembler une majorité de Français. Parlons d'Emmanuel Macron. Mais comment Emmanuel Macron veut gouverner si jamais, par malheur, il arrive à l'Élysée, avec une majorité qui va de Robert Rue... Oui, enfin, on en reviendra si vous voulez sur les sondages, mais moi, en tant que filloniste historique, je dis ça en souriant parce que je sais que ça peut bouger. On en a une petite idée. Ce que veulent dire les sondages, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est comment vous voulez rassembler une majorité qui va finalement de Robert Rue à Daniel Cohn-Bendit. C'est totalement l'amalgame entre soutien et majorité. Et ça vous choque qu'on puisse renouveler à 50% la vie électorale. On va donner la parole à Gaëtan Dussocé. Je termine juste là, si vous me permettez. Mais finalement, ça va conduire à une seule chose, c'est qu'il n'y aura pas de majorité stable si Emmanuel Macron est élu. Il y aura un jeu de partis, ce sera des jeux de couloirs, des négociations. Et en fait, finalement, c'est ni plus ni rien, ni plus ni moins qu'un retour à la 4ème République. Monsieur Macron, la démocratie, en marche vers la 4ème République. Vous inquiète la démocratie. Avoir une majorité. Le renouvellement de la vie publique, pareil. Pas de démocratie, c'est qu'avec l'Union européenne... Gaëtan Dussocé. Alors, Gaëtan Dussocé, on vous écoute. J'aimerais juste réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Parce qu'en fait, là, vous êtes complètement déconnecté de tout. Je suis un peu désolé, mais je parle surtout aux représentants des jeunes socialistes et des jeunes de l'UMP. Parce qu'il y a un moment donné, les Français, en fait, ils n'en ont rien à faire de la droite. Ils n'en ont rien à faire de la gauche. Ils n'en ont rien à faire des partis politiques, même. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir, finalement, quels vont être les grands choix
qu'ils vont devoir faire pendant cette élection présidentielle. Et c'est pour ça que vouloir dire je rassemble le peuple de gauche ou je rassemble le peuple de droite, ça intéresse personne. Aujourd'hui, il faut rassembler le peuple français dans sa globalité. Ça peut intéresser des électeurs qui se retrouvent autour d'un certain nombre de valeurs. Les Français aujourd'hui ne se positionnent pas. Les Français ne se positionnent pas aujourd'hui en fonction d'une couleur politique. Ils se positionnent en fonction d'un avis. Et aujourd'hui, le choix qui va être fait, en fait, cette élection présidentielle, c'est un peu un grand référendum. Il va y avoir d'un côté le projet mondialiste d'un Emmanuel Macron, mais qui est en soi à peu près le même projet que celui de François Fillon. Mais bref, on va avoir le projet des mondialistes d'Emmanuel Macron, le projet de l'immigration supplémentaire d'Emmanuel Macron, on va avoir le projet de la soumission de la France à l'Union européenne, au libre-échange, etc. Il y a le projet de la ruine de la France, c'est celui du Front National. Et pas du tout. De l'autre côté, on aura le projet du patriotisme, le projet de l'indépendance, le projet on est patriote, on respecte les institutions de son pays. Ce sera fantastique. Sacha Houlié. Non, mais quand on est patriote, d'abord, on respecte les institutions de son pays et on va voir le juge. Et ensuite, lorsqu'on est patriote, on ne souhaite pas que son pays subisse une récession sans précédent, soit exposé à une nationale. Celle qui conduira à la sortie de l'euro et de l'Europe. Ça fait 40 ans que la dette elle a explosé, on a 6 millions de chômeurs. Vous avez vu les estimations, et encore les plus favorables, je suis gentil avec vous, sur ce que nous coûterait une sortie de l'euro et ce que coûterait en termes de protection sociale. Les estimations de l'Institut Montaigne. À nos agriculteurs que vous citiez tout à l'heure. Les estimations de l'Institut Montaigne qui est dirigé par Henri Decazes. Nos agriculteurs, il n'y a pas que l'Institut Montaigne la suppression de la PAC et leur exposition sur le cours des marchés mondiaux. Mais enfin, vous voulez détruire par l'Europe toutes les protections qui existent pour nos travailleurs, pour nos agriculteurs et pour la société française. Le CETA, ça protège l'agriculture française. Emmanuel Macron a défendu le CETA. C'est une façon de s'organiser. C'est une façon de s'organiser. On n'est pas responsable du fait que ça a été très mal négocié. Attendez, il y a quand même des produits agricoles canadiens qui coûtent 30% moins cher que les produits agricoles français. Et donc vous allez tuer les agriculteurs et l'agriculture française. Voici ce que vous voyez que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Excusez-moi, mais vous n'avez pas écouté qu'on mettrait une mesure contre la volatilité des prix des matières premières pour protéger le salaire de nos agriculteurs. Et ça se décide au niveau de l'Union européenne ? Exactement, on la posera au niveau de l'Union européenne. Les Français, ils auront le droit de décider à un moment donné par référendum comme en 2005. Et alors, vous savez quoi ? On va faire même des conventions démocratiques pour que les Français décident des évolutions de l'Union européenne. On fera voter les Français pour l'Union européenne. Vous vous rendez compte ? C'est formidable. Mais vous aussi, Gaëtan Dustossé, puisqu'il y aura des référendums qui seront organisés par Marine Le Pen si elle est élue présidente de la République. Bien évidemment. Marine Le Pen élue présidente de la République. Elle entame des négociations avec la Commission européenne pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté pleine et entière. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir. Et elle fera voter le peuple par référendum. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir redresser la situation et changer de politique si nous ne sommes pas entièrement libres. Et c'est évidemment le peuple français qui tranchera avec un référendum par la suite. Roxane Lundy, vous vouliez intervenir. Excusez-moi, mais vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, on allait parler de choses qui intéressaient vraiment les Français. J'ai d'un côté une personne qui me parle de déficit, de conséquences économiques. Elles sont là, parler de conséquences économiques désastreuses, je ne le nie pas. Maintenant, on a d'un côté ce discours très économique, de l'autre un discours sur la manière dont on va négocier les traités européens. C'est extrêmement important, bien sûr, au niveau démocratique. Ça nécessite de prendre en compte une réflexion d'ampleur sur nos institutions, ce que fait d'ailleurs Benoît Hamon. Mais sur la ruralité, vous parlez de la politique européenne, etc. Aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est la disparition des services publics. Et aujourd'hui, je suis face à des candidats qui, en tout cas, proposent pour l'instant la suppression de 120 000 fonctionnaires. Les maisons pluridisciplinaires de santé, multipliées par 2, ce qu'a mis en place déjà ce gouvernement. Sur tout le territoire, ce qu'a mis en place aussi ce gouvernement. La souveraineté budgétaire, sinon l'Union européenne va dire non. La proposition, s'il vous plaît, je vous ai écouté parler, ce serait bien aussi qu'on s'écoute tous. La suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires d'un côté. Bon, alors 500 000 pour d'autres. Aujourd'hui, je m'inquiète parce que la situation qui inquiète les Français, c'est en effet, dans la ruralité, la disparition des services publics. Mais il faut que tu dises ça à Sacha. Mais bien sûr, je vous regarde tous, ne te sens pas seulement visé. La disparition des services publics, l'environnement, les questions environnementales, avec bien sûr les perturbateurs endocriniens, le soutien nécessaire à l'agroécologie. Aujourd'hui, si l'on veut relancer, si l'on veut soutenir nos filières pour la ruralité, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de déficit. Vous parlez de déficit. C'est une chose. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le discours qu'attendent les Français de nous. On parle de scandale d'un côté, de déficit de l'autre. Ce qui intéresse les Français, c'est le quotidien. C'est quelle alimentation je vais donner à mes enfants, comment est-ce que je vais survivre jusqu'à la fin du mois, et comment est-ce que demain, je vais pouvoir vivre dans une société plus progressiste et plus égalitaire. Justement, il n'y a que Benoît Hamon qui répond à ces questions. Avoir un boulot aussi, accessoirement. Oui, avoir un boulot, oui. Voilà. Oui. Après ces questions économiques, je voudrais qu'on aborde pour terminer ce débat ce soir ces graves incidents qui ont eu lieu ces jours derniers dans des lycées de Seine-Saint-Denis. Des dizaines de jeunes ont été interpellés par la police et placés en garde à vue. La ministre de l'Éducation nationale a vivement réagi à cette nouvelle flambée de violence. Je vous propose d'écouter Najat Vallaud-Belkacem.
Les faits, c'est mardi matin. En effet, des incidents extrêmement graves qui se sont déroulés dans 3 lycées à Saint-Denis, Sugère, Bartholdi et Éluard, avec notamment des intrusions au sein des établissements de casseurs qui ont semé la terreur auprès des enseignants, des élèves. Dès mardi, évidemment, j'ai condamné avec la plus grande fermeté ces faits qui sont absolument inadmissibles, qui sont des actes graves qui doivent être sanctionnés par la justice. Et je n'admets pas, j'en viens à la polémique, je n'admets pas dans ces conditions que l'on souffle sur les braises comme le font M. Fillon ou Mme Le Pen, qui, je le rappelle, à titre personnel, dans le cadre de cette campagne, se soustrait à la justice pour les affaires qui les concernent. Voilà, là on retombe vite dans le débat stéréotypé, c'est-à-dire laxisme à gauche, tout sécuritaire à droite. Comment vous, en tant que jeune, vous analysez finalement ce qui s'est passé dans ces lycées en Seine-Saint-Denis? Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux bien me lancer si vous... On a vu effectivement ces violences qui sont dramatiques et complètement condamnables. Il faut quand même dire une chose assez simple et une conclusion, triste conclusion, mais malheureusement assez vraie. On paye aujourd'hui les frais d'une politique notamment tournée vers la banlieue qui a consisté en la distribution de milliards d'euros d'argent public dans des quartiers extrêmement difficiles, où finalement on a concentré les difficultés sociales et les difficultés économiques dans des mêmes quartiers. Donc aujourd'hui, on paye cette politique de ghettoisation de certaines populations. Et la suppression des postes de policiers et gendarmes aussi. Qui donne... Pendant le mandat de François Fillon. Oui. Non. Celle de la police de proximité aussi. On paye aujourd'hui, si je peux juste terminer, on paye aujourd'hui les frais de cette politique-là. Aujourd'hui, la politique à destination des quartiers, elle ne doit pas consister simplement à un saupoudrage d'argent public dans ces quartiers-là. Et c'est en ça que je soutiens profondément le projet que porte François Fillon, c'est que la meilleure des politiques sociales dans les quartiers, la meilleure des politiques sociales, c'est la politique pour l'emploi. On aura beau distribuer de l'argent, subventionner des associations de quartier, la meilleure des politiques sociales, c'est donner un boulot. Et quand Valérie Pécresse annonce des caméras à l'intérieur des lycées, ça pour vous c'est une bonne solution, c'est suffisant pour les lycées, d'abord, une chose, on a vu Madame la ministre réagir, elle a réagi très très rapidement depuis la cour de son ministère. On a vu que Madame Pécresse est quand même allée sur place immédiatement rencontrer les proviseurs. La ministre y a été le jour même, Valérie Pécresse y a été le lendemain. Elle y a été. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans son rôle en tant que présidente de région. Elle a la charge des lycées, la charge des lycées, et donc c'est dans le rôle c'est la responsabilité de la région que d'investir massivement dans les infrastructures, notamment de sécurité. Et c'est d'ailleurs ce que fait, et j'en termine là, la région Île-de-France depuis maintenant plus d'1 an que Valérie Pécresse est élue, puisqu'il y a eu 15 millions d'euros de travaux dans les lycées franciliens qui ont été votés et lancés déjà depuis janvier 2016. Donc on n'a pas attendu à la région Île-de-France. Madame Pécresse n'a pas attendu les récentes violences dans les lycées pour agir et pour mobiliser la région et les travaux là-dessus. Des travaux, donc ça c'est une première bonne chose effectivement, mais ce qu'il faut surtout peut-être pour ces établissements dans ces quartiers-là, c'est plus de moyens, c'est plus d'enseignants. Il y a deux choses. En fait, encore une fois, il faut arrêter d'être manichéen dans toutes les politiques publiques qu'on conduit. Il y a deux choses. Il y a d'abord un fait qu'on ait assigné des gens à résidence dans des quartiers qui sont les plus difficiles de France. Et donc, dans ces quartiers-là, qui sont souvent répondent au zonage que je décrivais tout à l'heure pour les écoles, il faut donner plus de chance aux élèves dès le plus jeune âge, en divisant les classes par 2, comme je le disais, en donnant de l'autonomie aux enseignants, en permettant également que les enseignements qui soient affectés soient mieux payés et soient plus âgés, ou du moins une ancienneté plus importante. Mais il faut également, outre les mesures pour le travail qu'on propose et sur l'insertion, il faudra aussi de la tolérance zéro pour les gens qui sont des casseurs, des mesures d'éloignement sous le contrôle du juge pour les gens qui tiennent des quartiers en coupe réglée. Et encore une fois, on ne peut pas avoir une politique qui est unique, il faut marcher sur les deux jambes, protéger, libérer. Gaëtan Dussaucé, Roxane Lundy, pour finir sur ce thème. En fait, déjà, il y a quelque chose, c'est qu'avant de vouloir tout miser, par exemple, sur l'enseignement, etc., parce qu'en effet, c'est aussi une urgence. C'est des endroits où, en effet, il est très difficile d'avoir un enseignement digne de ce nom. Mais pour cela, il y a un premier impératif, il y a une première condition, c'est évidemment de rétablir l'ordre sur place. Parce que vous pouvez augmenter de 200 € ou 300 € le salaire mensuel beaucoup plus d'effectifs de police. Si chaque matin, il arrive avec la boule au ventre et la peur d'aller enseigner aux élèves, c'est pas la peine. Le travail ne sera pas efficace. Donc, il y a un moment donné, il faut rétablir l'ordre. Et pour ça, en effet, il faut
faut mettre en place une véritable politique de tolérance zéro. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que la colère qu'il y avait dans les yeux de Najat Vallaud-Belkacem sur l'extrait que vous avez passé, j'aimerais que cette colère, elle soit à destination des délinquants et non pas de ses adversaires politiques. Je pense que la France en a grandement besoin. Roxane Lundy, pour conclure ce débat. Avant toute chose, j'aimerais dire que il faut sortir aussi de la stigmatisation de certains quartiers. Alors, je ne dis absolument pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que quand on entend parler de ces quartiers, c'est toujours pour les mêmes problèmes, alors que, bon, il y a des potentiels déjà économiques, culturels, et puis de diversité absolument incroyable, déjà. Sur la question sécuritaire. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur la protection liée à la sécurité de proximité. Il faut rétablir cette sécurité de proximité qui a été complètement rompue, sacrifiée sur l'autel des économies des dépenses publiques. Ça n'a pas été fait par le gouvernement sortant de François Hollande. Aujourd'hui, il y a eu des augmentations de postes dans l'éducation nationale. Il faut absolument poursuivre ce chemin, cette trajectoire, renforcer absolument l'éducation nationale avec plus de postes d'enseignants sur ces territoires, remettre en place une police de sécurité, avec également un accompagnement socio-professionnel, un accompagnement qui est extrêmement important parce qu'on est dans des quartiers où on a un certain nombre de problèmes qui se suraccumulent et qui chacun cause des situations extrêmement tendues dans certaines périodes. Et en tout cas, le déclencheur est aussi lié à l'affaire de Théo, et il est important de dire que la réaction du jeune Théo à cet égard a été absolument admirable, et c'est beau de voir un jeune qui, après ce genre de situation, dit qu'il fait confiance à la justice, quand on a ici deux représentants de candidats qui ont un peu moins et l'emploi ce genre de fictif de Benoît Hamon à ce l'université Paris genre 8. de discours. Voilà, allez, on va terminer. On va terminer. Je t'encourage à lire l'article de Libération. On va terminer sur ce sujet, ce débat ce soir. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau débat des jeunes militants. Dans un instant, on va plus loin avec le match des idées. S'affrontent ce soir sur notre plateau Claude Posternac et Jean-Yves Le Borgne autour de la justice malmenée ces derniers temps. Et on reviendra plus précisément sur la prescription pénale réformée récemment. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à vous pour cette grande soirée politique. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Public Sénat. Je ne suis pas l'homme providentiel. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Édition spéciale sur Public Sénat. Votre nouvelle édition présidentielle 360. Je suis la candidate de la France du peuple. Vive la République, vive la France. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux partis essayent de la gagner. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous dites « Je veux gagner l'élection présidentielle ». La présidentielle, c'est sur Public Sénat. Et nous allons gagner. Si vous n'êtes pas capable d'avoir autour de vous des personnalités du monde du spectacle, c'est que vous n'êtes pas capable de rassembler. Je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Nous avons tous en nous quelque chose d'exceptionnel. C'est féroce soldat. Sarkozy, pour moi, c'est le mec de la chanteuse. C'est pas. C'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il... Il y a un certain flou chez les artistes parfois. Hein. Ils ne sont pas tous totalement rigoureux. Et par ailleurs, on peut les penser parfois comme étant de gauche alors qu'ils sont de droite. Présidentielle, une épreuve d'artiste, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, retour en plateau avec nos deux invités du match des idées ce soir. Jean-Yves Le Borgne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, et face à vous ce soir, Claude Posternac, bonsoir, fondateur du site l'important.fr. Alors on va parler effectivement de la justice, de la réforme aussi de la prescription pénale. J'ai envie de vous poser une première question assez simple. On a l'impression pour l'instant que dans cette campagne présidentielle, eh bien, la justice a été plutôt malmenée, qu'il y a une sorte de suspicion généralisée. Quel est votre sentiment, Jean-Yves Le Borgne ? Malmenée ou malmenante, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a effectivement un problème qui est posé, et je pense qu'il est heureux qu'il soit posé, sur le rapport entre la justice et la politique.
Est-il légitime que la justice intervienne dans le débat politique? Jusqu'à quel niveau est-ce admissible? Faut-il que la justice se mette un peu en réserve dans certaines périodes comme aujourd'hui? C'est votre opinion? Ce sont des problèmes qui se posent. On ne peut pas quand même se voiler la face au point d'ignorer que le débat judiciaire concernant François Fillon a pour conséquence de donner à cette campagne électorale un tour qui la déséquilibre, qui nous écarte et nous éloigne de l'évocation des vrais sujets, c'est-à-dire des sujets de programme. On n'en parle pratiquement plus, on n'en sait plus rien. C'est aussi, le cas de Marine Le Pen. C'est aussi le cas de Marine Le Pen. Dans ce cas-là, s'il faudrait un temps de suspension, est-ce qu'elle a raison de ne pas se rendre à la convocation des juges? Moi, je pense... Est-ce qu'il faut suspendre un peu ce temps judiciaire pendant la campagne électorale? Non. Je pense que nous sommes dans une situation politique extrêmement compliquée aujourd'hui, avec un rejet global des élites, et les Français n'acceptent plus certaines choses. Et c'est délicat de dire aux Français, on va faire une parenthèse pour les politiques à un moment donné, alors que les citoyens français n'ont pas de parenthèse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné où on va vous dire, vous allez avoir une parenthèse un peu particulière. Et le danger, et vous avez raison de le souligner, mais il y a un danger aujourd'hui qui se développe dans l'opinion française, c'est ce deux poids, deux mesures. Alors parfois il est justifié, parfois il ne l'est pas. C'est difficile aujourd'hui d'expliquer. Pour moi, il ne l'est pas. Dans ce cas précis, parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer dans le cas de François Fillon ou de Marine Le Pen. Ou de Marine Le Pen aussi. Pour moi, c'est un même niveau. Il est extrêmement difficile d'expliquer aux Français en ce moment qu'il faut ralentir la justice. La justice n'a pas de temps particulier parce qu'il y a une période électorale. C'est difficile à comprendre, mais l'époque a radicalement changé. Oui. Ce qui était possible à une certaine époque ne l'est plus aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais aussi, l'époque a changé avec cet emballement médiatique qui prend une ampleur en plus énorme à l'ère des réseaux sociaux, des sites internet, etc. Il y a un emballement médiatique qui fait que ça déconnecte la procédure judiciaire, pardon. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien d'anormal à ce que l'action judiciaire, qui n'a pas lieu d'être mise entre parenthèses, ait un effet politique. Mais cet effet politique, s'il est excessif, il amène un trouble démocratique. La question n'est pas, comme vous le disiez à l'instant, de faire un régime privilégié pour certaines personnes, mais de faire en sorte que, sauf urgence, bien entendu, il n'y ait pas d'interférence entre la justice et la politique qui aurait pour conséquence que le débat ne se passerait pas d'une manière normale. Alors, la vraie question, si vous voulez, c'est y avait-il urgence, tant en ce qui concerne François Fillon que Marine Le Pen. François Fillon qui a lui-même réclamé quand même une certaine urgence dans le traitement de son affaire. Oui, je ne suis pas sûr qu'il ait... Il a demandé à ce que la justice aille vite. Mais il n'a pas eu la bonne réponse parce que la justice n'a rien réglé. Oui, mais on revient à une époque. Ce matin, dans le nord de la France, il y a un jeune homme qui a été condamné à 8 mois de prison pour un vol de 448 €. Bon. Vous avez ça d'un côté et ce télescope... Ferme ou avec sursis? Ferme. Ce télescope de fait, c'est-à-dire... Ne comparons pas l'incomparable, vous savez. Mettez-vous à la place des Français. Oui, mais à force de tout mettre dans le même sac, les choses n'ont plus de sens. Je ne juge pas. Moi, ce que je vois, c'est l'état de l'opinion. Vous êtes dans un état de l'opinion où je vous rappelle que l'étude Cevipof de janvier 2017 dit 91% des Français n'ont plus confiance dans les femmes et les hommes politiques. Mais c'est un chiffre colossal. Très inquiétant. Très inquiétant, c'est une réalité. Donc, face à cette réalité, il faut prendre la mesure de ce qui se passe dans la tête des Français. Et lorsque vous entendez un fait, tout fait est grave, mais disons un fait mineur, avec une condamnation immédiate à 8 mois de prison, c'est lourd. Et puis à côté, vous entendez des faits... L'affaire Balkany, oui, mais attendez. etc. Oui, mais avec une différence majeure. Oui. C'est que vous me parlez d'un jeune homme, je ne connais pas ce dossier, qui a donc été condamné, dites-vous, pour avoir volé une somme finalement modeste. Mais la vraie question, c'est que s'agissant des personnalités politiques, rien n'établit qu'un quelconque délit ait été commis. Il y a une suspicion, il y a des interrogations. Et le vrai problème, c'est que l'emballement transforme ce qui n'est qu'une interrogation en une sorte d'ombre portée sur la personne. Ça n'est pas normal. Parce que l'enjeu est autre. Lorsque vous avez fait le choix du président de la République, le premier des Français, il est sûr que vous avez une attention un peu
particulière, vous êtes un peu sensible et un petit peu à l'écoute. Est-ce que ça tourne à l'obsession, ces questions autour de la moralité des candidats? Là, je crois qu'on n'est pas dans le subjectif. On est rentré dans une période d'objectif qui a radicalement changé. Et vous aviez raison de rappeler le rôle des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu. La donne a radicalement changé. Il y a une volonté de transparence dans la société française qui va extrêmement loin. Et vous avez raison de souligner... Qui en devient presque une dictature. La transparence est une catégorie, une qualité de la dictature. Je suis bien d'accord avec vous. Oui et non. Vous savez, Big Brother, relisez-le. Oui, mais vous savez, la dictature, la première des choses, si je dois faire une référence qui s'appelle la Shoah, elle a tout fait pour ne pas... Il n'y a aucun texte écrit par Hitler pour dire on va supprimer des Juifs. Et même quand il y a eu des millions de morts à Auschwitz, donc dire que la dictature est transparente, non. Toutes les dictatures ne sont pas transparentes, mais la transparence est une notion qui conduit à la dictature. Je pense que c'est à nous d'évoluer, de comprendre que la société a changé. Et avec une volonté d'exemplarité. Prenons un exemple qui est la réserve parlementaire. Peu de Français ne savent même pas que ça existe, nos compatriotes. Peu de Français ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a 80 millions d'euros qui sont alloués pour la réserve parlementaire. Bon, elles sont transparentes maintenant, elles sont publiées sur les sites du Sénat et de l'Assemblée nationale. Attendez, 80 et 58 millions pour le Sénat. Mais comment c'est devenu transparent? Parce qu'il y a un monsieur à la tête d'une association qui s'est battu pendant 3 ans, bec et ongles, contre les députés pour obtenir cette transparence, qui est tout à fait normale. Vous vous rendez compte, il y a quand même un outil, on peut l'appeler un outil de clientélisme. Aujourd'hui, vous venez dans une circonscription, vous êtes face à quelqu'un qui a de l'argent pour distribuer au club de pétanque, au club de cheval, au club de football, etc. Ça s'appelle du clientélisme. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'un certain nombre de choses qui, jusqu'à présent, étaient méconnues, voire inconnues, soit sous le feu des projets. Ce n'est pas pour ça. Parce que la vraie question, c'est qu'à force de dire tout est caché, il faut de la transparence, on entre dans une sorte d'ère du soupçon. Et ça, voyez-vous, ça fausse considérablement le regard sur l'autre. Il y a un préalable. 98% des élus sont des hommes remarquables, qui font un travail remarquable et sur lequel il n'y a aucun reproche à adresser. Il faut déjà le dire, ça, en préalable. Mais à côté de ça, c'est que le Parlement ne bouge que lorsqu'il y a une crise. Ce qu'on attendrait des députés, c'est de se dire on va repenser aujourd'hui, dans le calme, comment on repense cette démocratie française et comment on pense la transparence. On bouge quand il y a l'affaire Bopin, on bouge quand il y a l'affaire DSK, on bouge quand il y a l'affaire Cahuzac, mais autrement on ne bouge pas. Et ce que les Français demanderaient aux parlementaires, c'est de ne pas simplement attendre un fait et de répondre à ce fait sous la pression médiatique, mais d'avoir... C'est des mesures fortes de moralisation de la vie publique. Exactement. Et ce serait autrement responsable de le faire hors d'une période de crise que dans une crise. Personne ne soutiendra qu'il ne faut pas des mesures de moralisation de la vie publique. Ce que je dis, c'est que ponctuellement, conjoncturellement, cette exigence a été utilisée d'une manière polémique qui me paraît elle-même suspecte. Et en même temps, parfois, les parlementaires votent des lois qui peuvent paraître suspectes. Je voulais qu'on parle un petit peu de la réforme de la prescription pénale, réforme très récente, puisque cette loi date de février 2017. Certains se sont interrogés, est-ce que les parlementaires n'auraient pas fait un cadeau finalement aux délinquants en col blanc, en réduisant le délai maximum de prescription pour les délits occultes et dissimulés. Peut-être déjà, vous qui êtes un spécialiste, un avocat pénaliste, qu'est-ce que c'est la prescription? Une définition en deux mots pour nos téléspectateurs. La prescription... C'est le droit à l'oubli? Oui, mais ça, c'est déjà de la philosophie. La prescription, c'est la durée au-delà de laquelle la poursuite d'une faute pénale, serait-elle avérée, n'est plus possible. C'est un moment où la poursuite pénale, si vous voulez, est morte. Est-ce qu'il fallait faire cette réforme de la prescription pénale? Oui, il fallait faire cette réforme. Pourquoi? Oui, parce que nous avions des délais de prescription de 3 ans pour les délits, de 10 ans pour les crimes, et on ne savait plus du tout où on en était. Pourquoi? Parce qu'une jurisprudence, pas une loi, une jurisprudence était intervenue qui nous disait oui, c'est bien 3 ans pour les délits, mais seulement à compter du moment où les choses sont connues dans des conditions permettant leur poursuite, en réalité permettant l'exercice de l'action publique. Ce qui voulait dire que le point de départ étant inconnu, les 3 ans partaient, on ne savait pas trop de quand, et probablement du moment où le dossier était sur le bureau du procureur de la République. Donc il n'y avait plus de prescription. Donc avec cette réforme, qui n'est pas la même... même... Si ces faits sont découverts...
Oui, attendez, mais qui n'est pas la seule, parce que depuis longtemps, on se disait, mais on est dans une complète insécurité juridique. À quel moment des faits sont-ils prescrits? On n'en savait rien. Il y a eu un projet Mazo qui doublait la durée. Et là, si vous prenez notamment les délits occultes, ceux qui ne sont pas évidents, pas cachés, la durée maximale, au-delà de laquelle on ne peut plus poursuivre, c'est 12 ans. C'est-à-dire que quand vous parliez d'un cadeau aux délinquants, on a multiplié par 4 la durée de 3 ans. Peut-être ce calcul est difficile à faire puisque les 3 ans en question, on ne savait plus très bien oui, alors après, de quel moment ils partaient. Il y a certains magistrats qui vous contredisent, puisqu'ils disent que certaines affaires n'auraient pas pu voir le jour. Par exemple, non, mais vous savez, il y a une mode. Karachi. Oui, mais il y a une mode. L'affaire Karachi, on n'a pas encore tiré grand-chose pour l'instant. Bon. Mais il y a une mode qui consiste à dire qu'il faut poursuivre, toujours poursuivre, et il n'y avoir jamais aucun obstacle. Je me souviens d'une parlementaire dont le nom m'échappe, qui disait... La prochaine fois qu'on vote sur la prescription, c'est pour la supprimer. Bien, le hasard des choses. Oui, parce qu'elle n'existe pas, par exemple, dans le droit anglo-saxon, je crois. Dans certains pays scandinaves. Le droit anglo-saxon n'est pas nécessairement un modèle. Il y a un certain nombre de choses où on peut puiser des inspirations. Claude Posternac. Alors, en France, il y avait un cas particulier. C'est vrai que pour des faits, en particulier sur des ABS, vous avez raison. Des abus bien sociaux, vous avez raison de le rappeler. Ça partait à partir du moment où on ouvrait une instruction. Donc, imaginez que vous ouvrez une instruction 20 ans plus tard, ça partait à partir de ce moment-là. Et quelque part, vous aviez des délits en France qui étaient de nature au même niveau que des crimes contre l'humanité, puisque le crime contre l'humanité est imprescriptible. Ce sont les seuls crimes pour Donc il fallait rendre quand même une certaine loyauté au texte. Et je pense que ces textes vont dans le bon sens. Et si on parle de l'affaire Baupin, par exemple, on va en parler, oui. Cette affaire où un député ELV, qui était le vice-président de l'Assemblée nationale, avait une action contre lui, que 14 femmes avaient déclaré avoir subi des agressions sexuelles. Tout à fait. Et 3 plaintes ont été déposées. Et là... elles ont été déboutées par le tribunal de grande instance de Paris, car les faits qui étaient... Pas déboutées, parce que déboutées, ça veut dire qu'on rejette. Oui, vous avez raison, mais en tout cas, les faits sont prescrits. Donc l'action n'est pas possible. Voilà, par pédagogie, je vais lire exactement les conclusions du parquet. Il apparaît que les faits, pour certains d'entre eux, sont susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits. Donc les choses sont extrêmement claires. Ça veut dire, c'est pas un quitus du parquet par rapport à M. Baupin en disant vous n'avez rien fait. Il y a des signes qui laissent penser qu'on aurait pu aller vous poursuivre pénalement. On l'a pas fait parce que c'est prescrit. C'est prescrit parce que nous étions dans 3 ans. Bon, le Parlement a eu 1000 fois de raison de doubler cette peine pour les délits, de les passer à 6 ans, et de la même façon de doubler les crimes, de passer de 10 à 20 ans. C'est un progrès, c'est une très bonne chose. Simplement, là aussi, c'était une réponse à un fait précis, c'est-à-dire que les députés, et ils l'ont voté à l'unanimité, pour augmenter le délai de prescription était nécessaire. Alors, sur ces sujets particuliers qui sont extrêmement douloureux de délits sexuels, on voit des sujets de viol où, bien évidemment, c'était 10 ans, et on sait qu'il y a des traumas, les psychologues l'expliquent, c'est des traumas refoulés, c'est-à-dire que c'est tellement violent. Qui mettent très longtemps à remonter. Que le cerveau se protège, et pour se protéger, il faut du temps pour que ça remonte. Donc, c'est quand même assez établi, effectivement. Tout à fait. Et il fallait laisser une certaine latence. Le viol est un crime, le délai de prescription est désormais de 20 ans. Et puis, mais en matière de délit sexuel, non pas de crime sexuel. Vous savez qu'il y a aussi des prescriptions particulières lorsqu'il s'agit de mineurs qui sont victimes, puisque la durée de prescription ne commence à courir que lorsqu'ils ont atteint la majorité. Maintenant, ce problème de la remontée à la conscience de quelque chose qu'on a vécu et qu'on aurait oublié, moi je trouve que c'est extraordinairement dangereux que de dire, par exemple, c'est lorsque je me souviendrai de ce que j'ai enfoui dans mon inconscient que la prescription démarrera. D'abord, parce qu'attendez, il faut une règle. Il faut une règle. Il faut une règle dans le temps. Vous n'êtes pas une femme. Comment vous vous mettez dans la peau d'une femme? Comprenez-moi. Vous avez dans le monde. Mais c'est pas sur un terrain. C'est pas sur un terrain de sensibilité. Mais c'est pas de sensibilité. C'est des spécialistes dans le monde entier, des psychiatres dans le monde entier qui disent que des femmes qui sont face à des viols sont dans des systèmes pour se défendre, qu'il y a des mécanismes qui font que le
cerveau refuse de parler pendant un certain nombre d'années. Ah mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais non, attendez. Ne confondons pas le fait que des femmes se sentent d'ailleurs coupables et n'osent pas déposer plainte parce que c'est un traumatisme, ou des enfants. Là, c'est un système particulier d'un point de vue juridique. Mais je dis que le fait de faire démarrer une prescription au retour, à l'apparition, là, c'est autre chose. Ce n'est pas « je m'interdis de parler », c'est « je ne me souvenais de rien et tout à coup, je me souviens ». C'est quand même faire reposer une poursuite pénale sur un souvenir dont la crédibilité est quand même extrêmement fragile. C'est là qu'il y a un problème. Selon vous, Claude Pasternak, il faudrait rendre imprescriptible alors les crimes, les délits en matière sexuelle? Écoutez, moi, je ne suis pas un juriste. La seule chose, c'est qu'il faut écouter les femmes. C'est un sujet qui concerne les femmes, il faut les écouter, il faut écouter des gens qui travaillent dans le monde entier sur ces sujets-là, qui sont un sujet douloureux. Je vous rappelle aujourd'hui qu'en France, il y a simplement 10% des femmes qui osent déclarer une agression sexuelle. Sur ces 10%, il n'y a qu'un 1% de personnes qui sont condamnées. Donc c'est un sujet majeur. Il ne faut pas qu'on soit dans l'invective, il faut qu'on soit dans l'écoute, essayer de comprendre ce qui se passe à la fois au niveau des femmes et des spécialistes qui travaillent dessus. Là, je donne une autre référence, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure aux violences sexuelles sur les enfants. À Douai, au mois de septembre, on a découvert qu'une enfant de 12 ans a été violée par son beau-père et était enceinte. Comment on a découvert cette affaire? On a découvert cette affaire lors d'une radiographie. Pendant la radiographie, on découvre qu'elle est enceinte et on fait un test ADN et on découvre que c'est son beau-père. Cette jeune fille qui a 12 ans, qui se retrouve enceinte de son beau-père, avait dit que déjà elle avait subi des agressions à 7 ans de ce même personnage. La justice a considéré qu'elle ne disait pas la vérité. Après, il y a toujours des erreurs. Parler d'une affaire particulière est toujours extrêmement difficile. Ce que je veux dire, il ne faut pas extrapoler sur un fait, mais ce qu'il faut dire, c'est il faut de l'écoute, il faut de la compréhension, il faut reposer. Personne ne dit le contraire. Et là-dessus, je souscris entièrement à ce que vous dites. Mais nous raisonnons sur une problématique de droit. Quelle que soit l'empathie que l'on peut avoir avec ces femmes qui ont souffert des choses épouvantables, après se pose le problème de savoir quelle est la norme juridique la plus opportune. C'est un autre débat. Alors, il y a une thèse qui est soutenue et qui semble vous plaire, ou en tout cas vers laquelle il me semble que vous inclinez, c'est l'absence totale de prescription. J'ai pas dit ça. Non, mais peut-être pas, mais certains soutiennent que la prescription, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse plus poursuivre après un certain moment, est immoral. C'est un débat de société. Nous avons nos députés qui ont voté une disposition qui n'est pas celle-là, qui allait dans le sens de l'allongement du délai de prescription, mais pas de la renonciation à toute prescription. C'est un choix de société. J'ai pas dit ça. Ouais, et si on vous a bien suivi, Jean-Yves Le Borne, c'était une réforme, en tout cas en matière de prescription pénale, qui était nécessaire pour mettre fin à un certain chaos dans la jurisprudence. Exactement. Voilà. Je vous propose de commenter ensemble les unes des hebdomadaires qui vont paraître demain matin. On va commencer par celle de Libération qui met en une Benoît Hamon, 10 jours pour inverser la courbe entre son grand oral à la télévision. C'était ce soir le grand meeting de Bercy le 19 mars. Donc le candidat socialiste a une grosse semaine pour relancer une campagne qui pour l'instant est à la peine. Ça suffira une semaine, Claude Pasternak, pardon. Écoutez, c'est extrêmement difficile. Il faut rappeler quand même que Benoît Hamon, au moment des primaires, on a oublié de le dire et de le souligner suffisamment. Vous savez, il y a eu 78 ministres qui ont été dans les différents gouvernements de François Hollande. Au moment de la primaire, Benoît Hamon, qui était un candidat important, puisque c'est quelqu'un qui est dans le Parti socialiste depuis 30 ans, qui a eu des responsabilités depuis très longtemps, a eu simplement un appui en dehors du sien. C'était un seul ministre, c'est Philippe Martin. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un appui fort derrière du Parti socialiste et en particulier des cadres du Parti socialiste derrière Benoît Hamon. Il est un peu seul. Benoît Hamon s'est retrouvé... Même s'il a reçu la visite aujourd'hui du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Parce qu'il fallait un peu ranger la cuisine, en gros. Là, ce qu'on voit, c'est qu'au Parti socialiste aujourd'hui, une grande partie des gens qui ne se reconnaissent pas dans la ligne de Benoît Hamon, qui est une ligne idéologique par rapport à une ligne qui est beaucoup plus moderne, on voit qu'il y a une tentation extrêmement forte pour beaucoup de députés du Parti socialiste d'aller rejoindre Macron. Donc le Premier ministre a été voir Benoît Hamon en lui disant, en gros,
mets un peu d'eau dans ton vin. Et mets de l'eau dans ton vin. Exactement. Ouais. Bon, moi, je pense surtout que les difficultés de campagne des uns et des autres tiennent au fait qu'on est dans une sorte d'imbroglio. On évoquait tout à l'heure l'ombre portée par les affaires judiciaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il y a notamment à gauche une sorte de difficulté à se repérer. Quel est le candidat de gauche? Est-ce M. Macron, qui visiblement entretient des liens quand même forts avec la gauche, dont il vient, mais dont il prétend qu'il n'est pas membre? Est-ce M. Hamon? Est-ce M. Mélenchon? On est dans une difficulté à reconnaître la nature des propositions. Et voyez-vous, la campagne suffira à résoudre cette difficile Et ce qui me paraît inquiétant, c'est que je crains que dans cette confusion, nos compatriotes préfèrent l'extraordinaire simplicité de certaines propositions. Alors on poursuit avec la une du Figaro demain, qui se penche notamment sur le sommet européen, l'Europe impuissante à surmonter le choc du Brexit. Ça sera aussi bien sûr le gros dossier. Juste un mot sur le Brexit, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, et vous aviez raison de faire référence au Front National, qui prône... Ne pas prononcer le nom. Non, mais bon. Il y a des choses qu'on ne dit pas suffisamment sur l'Angleterre, parce que ça a un sens. Depuis le Brexit, la livre a baissé, comme voudrait Marine Le Pen, si on revient au franc, elle voudrait que ça baisse pour être plus compétitif. Mais plus compétitif, les Anglais aujourd'hui payent leur thé 10% de plus, payent le sucre 25% de plus, c'est-à-dire les denrées de première nécessité que vivent les gens qui ont voté pour ce Brexit. Aujourd'hui, on l'a menti, c'est-à-dire que le problème il est simple. On va pas commencer le débat sur le Brexit, malheureusement, on n'a plus le temps ce soir, vous reviendrez pour ce débat-là. On va finir avec deux unes, d'abord celle de l'Humanité, qui met en une demain un débat. Est-ce que les robots auront la tête de l'emploi? Ça aussi, c'est un autre débat intéressant. Il a notamment été porté dans la campagne de la primaire à gauche par Benoît Hamon. Et puis on finit avec Les Échos, qui titre demain sur l'éclatante santé des stars du CAC 40. Ça aussi, c'est une réalité économique avec des bénéfices qui ont dépassé 75 milliards d'euros l'année dernière. C'est un record depuis 2010. Je vous remercie tous les deux d'être venus débattre ce soir dans ce match des idées de la justice, de la prescription pénale. Merci. Avant d'aborder maintenant le délicat sujet de la fin de vie avec l'invité du grand entretien ce soir, je vous propose un dernier tour de l'actualité aujourd'hui. C'est le tour de l'info et il est réalisé par Samia Dechir. Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour préparer l'anniversaire du traité de Rome. Le 25 mars, l'Union européenne fêtera les 60 ans de son traité fondateur. En pleine crise d'identité européenne, François Hollande a réaffirmé la nécessité d'une Europe unie. L'Europe doit être utile au monde. L'Europe, ça a été un exemple, et c'est pour ça que nous fêtons cet anniversaire, un exemple de paix, un exemple de stabilité, un exemple de liberté, un exemple de démocratie. Eh bien, demain, l'Europe doit non seulement être un exemple, mais doit être utile, c'est-à-dire peser sur le destin du monde. À l'issue de cette première journée du sommet, Donald Tusk a été réélu président du Conseil européen. Justice. Le parquet général a requis aujourd'hui 2 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour François Pérolle. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy est jugé en appel pour prise illégale d'intérêt. Il avait été relaxé en première instance. Il lui est reproché d'avoir pris la tête d'un groupe bancaire né d'une fusion qu'il avait lui-même suivie lorsqu'il était à l'Élysée. Pour éviter les conflits d'intérêts, les fonctionnaires ont interdiction pendant 3 ans de diriger une entreprise qu'ils ont supervisée. Emmanuel Macron. Jusqu'où Emmanuel Macron va siphonner le PS ? Son intention n'est pas de siphonner le PS. C'est ce qui se passe en tout cas. Nous avons souvent dit qu'il n'était pas question de recycler les cadres du Parti socialiste. Je considère que ce soit Bertrand Delanoë qui s'est exprimé hier avec une hauteur de vue que je reconnais depuis longtemps et peut-être aujourd'hui donc Claude Barthelone, ce sont des hommes libres. Territoire. Ils ont le sentiment d'être les oubliés de cette campagne présidentielle.
Tous les 5 ans, les maires ruraux sont sollicités pour parrainer les candidats, mais ils ne retrouvent pas leurs préoccupations dans les programmes. Vous avez donc un sentiment qui est d'ailleurs de moins en moins un sentiment, qui est une réalité, que les habitants de certains territoires sont négligés. Quand ça devient compliqué de se soigner, quand ça devient compliqué de se déplacer, quand pour avoir une qualité de téléphone, il faut aller monter sur une butte ou sur une chaise dans son grenier, au bout d'un moment, on se dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les maires des petites communes rendront public la semaine prochaine leurs propositions aux candidats à la présidentielle. À gauche. Aujourd'hui, si on est un peu honnête, le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés, c'est Philippe Poutou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 197 signatures qui ont été validées. Il nous reste à peu près 8 jours pour les obtenir. Qu'il y a les oukases des partis institutionnels. Donc et que vous allez dans des maires un petit peu, dans des villes un peu significatives, vous avez des maires qui sont encartés dans un parti. Or, nous, très concrètement, on a des maires qui nous ont dit on serait prêt à parrainer Philippe Poutou, non pas qu'on soit d'accord avec son programme, mais simplement parce qu'on pense que démocratiquement c'est juste. Simplement, on a des instructions de notre parti pour dire ne le fais pas. Économie. 187 200 emplois ont été créés en France en 2016 d'après l'INSEE. L'économie française n'avait pas connu telle performance depuis 2007. Une embellie à relativiser. Elle est essentiellement due à la croissance de l'intérim qui a progressé de 12% l'an dernier. Les créations d'emplois ont été les plus nombreuses dans le secteur marchand, alors que l'industrie et la construction détruisent plus de postes qu'elles n'en créent. Et on termine ce tour de l'actualité avec cette dernière information en provenance d'Allemagne. Plusieurs agresseurs armés de haches ont blessé environ 5 personnes jeudi soir dans la gare de Düsseldorf. 2 suspects ont été arrêtés selon la police, qui n'exclut pas que d'autres suspects soient également en fuite. Dernière partie de cette émission, tout de suite l'invité de notre grand entretien. Et notre invitée ce soir est Véronique Comollet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bénévole dans une unité de soins palliatifs et vous racontez votre expérience dans ce livre, Toute fin et une histoire. Vous racontez que chaque vendredi soir, vous laissez tomber vos activités et votre famille pour tenir compagnie à des personnes en fin de vie. C'est une expérience forte, intime, que vous racontez dans ce livre. On y croise des personnes de tout âge, de tous milieux sociaux, seules ou entourées, toutes en fin de vie. Et votre rôle, eh bien, c'est de les accompagner quelques minutes, quelques jours, parfois même quelques semaines, de les écouter ou juste d'accepter le silence. Ma première question est assez simple. Pourquoi un tel engagement? Pourquoi prendre une telle charge? Parce que j'ai été confrontée à un deuil brutal et que j'ai réfléchi au temps qui pouvait être un temps de préparation, le temps qui était avant, même si c'est un temps, je pense, qui est douloureux, et je le vois aussi en accompagnant les familles, je pense que c'est aussi un temps qui peut se vivre et dans lequel il y a quelque chose à vivre. Donc j'ai un peu cherché, j'ai un peu lu, j'ai pris du temps, j'ai rencontré des gens, et puis je suis rentrée, et j'ai trouvé en tout cas ce que j'y cherchais, une sorte de sérénité qu'il y a là-bas, curieusement, un lieu très vivant. On ne devient pas bénévole comme ça dans un centre de soins palliatifs du jour au lendemain. Il y a une formation, hein, j'imagine, un accompagnement. On est très accompagné. C'est-à-dire qu'il y a une formation initiale pendant laquelle on a des formations, des psychologues qui nous voient, les responsables de l'association qui s'occupent de nous aussi, qui voient un peu quelles sont nos motivations et jusqu'où on veut aller. Et ensuite, on est tout de suite mis en situation en rencontrant avec d'autres bénévoles des malades. Et ça nous permet très vite de voir comment on se trouve dans une chambre, comment ça se passe. Et puis ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la formation continue. Donc après, on s'engage aussi en tant que bénévole à se former régulièrement, au moins 2 fois par an. On a des groupes de parole obligatoires tous les mois. Donc on est très encadré dans le bon sens. Vous êtes très soutenu, encadré psychologiquement. Et malgré cette formation, j'imagine que les premières rencontres n'ont pas été faciles. Les premières rencontres ont été engageantes. Voilà. C'est en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par engageante? Ça veut dire que ce sont des rencontres dans lesquelles, pour rencontrer l'autre, en fait, on est obligé de s'investir totalement dans la relation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. On doit un peu se dépouiller de ce que l'on paraît être pour
aller à la rencontre de la personne telle qu'elle est. Je ne sais rien d'elle, elle ne sait rien de moi. Et on va partager un temps plus ou moins long dans lequel on va parler ou pas. Et donc ça me demande un certain dépouillement, de l'authenticité. C'est un risque aussi. Enfin, c'est assez... c'est assez extraordinaire. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où on est sans histoire avec les personnes. Où on ne connaît ni la leur, ils ne connaissent pas la nôtre. On n'a pas beaucoup de personnes que vous racontez dans votre livre, lorsqu'elles arrivent dans ces centres de soins palliatifs, elles sont souvent un peu perdues. Soit parce qu'elles sont dans le déni, elles n'acceptent pas cette fin de vie, ou alors c'est leur famille qui est dans le déni. Et c'est cette première étape qui est parfois difficile à franchir. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je pensais que tous les gens qui arrivaient en soins palliatifs savaient que la mort était toute proche. Or, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient infiniment vivants, qui n'avaient pas du tout ou peu envie de parler de la mort et qui parfois étaient effectivement dans le déni, parfois faisaient semblant d'y être. C'est-à-dire que quelquefois c'est plus facile de ne pas se dire que la fin de vie est proche et de profiter de chaque seconde comme si elle était éternelle. Donc je ne sais jamais très bien. Est-ce qu'il faut rester dans ce déni ou est-ce qu'au contraire il faut essayer d'expliquer aux gens qui vivent leurs derniers instants finalement? Ça, c'est leur liberté totale. S'ils ont envie d'être dans ce déni, si c'est leur moyen de défense, parce que ça peut être aussi un moyen de défense, c'est pas à moi qui ne connais pas leur histoire, qui ne sait pas d'où ils viennent, de leur dire bon, je vous rappelle quand même que... Parce que j'en sais rien moi non plus. D'abord, il y a certaines personnes qui ne sont pas en fin de vie, qui viennent en soins palliatifs parce qu'ils viennent pour des séjours de répit. Des personnes qui ont des SLA, enfin des maladies neurodégénératives, qui sont très impliquantes pour les familles, ils viennent ici pour faire des évaluations de traitement, des évaluations de douleur. Donc je sais jamais quelle maladie a la personne que je rencontre, pour combien de temps elle en a, depuis combien de temps elle est là. Vous avez l'impression dans l'instant. Que la mort fait bien sûr peur. Est-ce qu'elle fait fuir aussi les familles qui entourent ces patients? Est-ce que c'est pas ça finalement le plus douloureux? Alors je pense que ça c'est assez douloureux. C'est-à-dire que la mort fait peur. Ça c'est assez logique d'ailleurs. Je ne peux pas dire que je trouve ça bien la mort. C'est sûr que c'est très violent. Mais ce qui est surtout très difficile, c'est qu'effectivement les familles ont beaucoup de mal à y aller. D'abord parce qu'il y a aussi un déni des familles qui se dit que demain peut-être, ou après-demain. Il y a une transformation physique. Et puis que l'évolution des personnes est quelquefois un peu difficile. Et puis quelquefois les familles, les malades eux-mêmes tiennent à distance les familles aussi. Quelquefois. Pour les protéger. Oui, pour les protéger. Et puis aujourd'hui, la société est quand même très explosée. Donc même dans des familles avec parents, enfants, petits-enfants, etc., les petits-enfants font des études au bout du monde. Les familles voyagent beaucoup. Donc finalement, on se rend compte que certaines familles... Il y a beaucoup de solitude. Certaines personnes sont quand même assez fort. C'est ce que vous constatez. Oui, moi je trouve que les personnes sont quand même assez seules, que les journées sont quand même assez longues. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un endroit aussi qui est riche dans l'implication que ça dit aussi de la société. C'est-à-dire, je ne suis pas juste une bénévole. Quand j'arrive là-bas, je suis en civil, j'ai aucun signe de reconnaissance, j'ai juste un prénom, j'ai pas de blouse comme les soignants. Et pour moi, c'est important. Comment on vous présente quand on ne me présente pas, je me présente en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément introduite par les soignants. Ils savent qu'il y a des équipes de bénévoles qui sont là. Et j'ai la chance d'assister. Alors j'entre et je dis voilà, je m'appelle Véronique, je fais partie de l'équipe des bénévoles. Et puis, est-ce que vous avez envie d'un peu de compagnie? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez envie d'un peu de présence? Vous essuyez beaucoup de refus? J'en essuie, oui. Oui, j'en essuie. Et heureusement, parce que c'est quand même l'expression d'une liberté, pour moi c'est très important. Et aussi parce que le refus de l'un donne de la valeur au oui du suivant. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que celui qui m'accepte, tout de suite, c'est très... ça prend une autre... Oui, c'est un travail complémentaire, bien sûr, à celui du personnel soignant, qui, lui, vous accueille bien, parce que vous êtes un renfort, finalement. Oui, on a la chance d'être très bien accueillis. On fait même partie de l'équipe lorsqu'ils font des réunions de transmission, ce qui nous permet d'un peu mieux comprendre aussi, alors pas les pathologies, parce que moi, j'y connais rien, mais de voir un peu, d'entendre parler du malade et d'entendre parler de la personne. Et ça va orienter aussi mes visites, les personnes que je vais rencontrer ou non. Si je sais que quelqu'un est vraiment à la toute fin de vie, par exemple, on s'applique à essayer d'être présent à ces moments-là, essayer de rester auprès de la personne au moment où elle va mourir, même si on ne sait jamais quel est vraiment le moment, mais en tout cas, offrir cette possibilité-là. Quelquefois, il meurt avec nous, quelquefois, il meurt juste quand on part.
C'est important aussi de signifier de tenir la main, d'être là, ce présent-là. Oui, je ne tiens pas forcément la main d'ailleurs quand je ne connais pas du tout les personnes, parce que chacun a une relation au toucher très particulière. Je trouve que c'est un peu... Oui, c'est ce que vous racontez aussi très bien dans votre livre, c'est qu'effectivement, chaque rencontre est différente, elle passe à chaque fois par des choses très différentes. Ça peut être des silences, ça peut être des regards, ça peut être effectivement une main tenue. Tout à fait. Et quand les gens sont vraiment à leur fin de leur vie, ils ne parlent pas beaucoup en général. Et c'est dans ces situations-là que je trouve c'est assez délicat. C'est des présences silencieuses. Je ne sais pas si la personne a envie que je sois là. Donc c'est pour ça que je ne touche pas la personne. Je signifie juste en lui touchant l'épaule, en arrivant, que je suis là, pour que si elle me sent, si elle est encore un peu là, elle sente une présence. Mais après, je ne touche pas la personne. Je me dis que c'est aussi... Vous avez la chance d'intervenir dans un centre de soins palliatifs. Il n'y en a pas encore assez en France. Ah non, ça, il reste une certaine inégalité territoriale forte. Oui. Et ça, on est en pleine campagne présidentielle. Oui. Je reviens un peu, par exemple, à la politique. On en a beaucoup parlé pendant cette émission. Est-ce que vous aimeriez que les candidats à l'élection présidentielle proposent le développement de ces unités de soins palliatifs? Déjà c'est normalement, parce que souffrir, prévu. Mourir sans souffrir, c'est quand même autre chose. En tout cas, mourir en étant accompagné, ça, c'est quand même autre chose. En ayant une famille qui est accompagnée aussi. Parce que les soins palliatifs n'accompagnent pas que le malade, ils accompagnent aussi la famille. Et je pense qu'un accompagnement de fin de vie bien fait, ça permet aussi des deuils plus faciles pour les gens qui... Quand ils se sentent entourés, que le départ de la personne est relativement serein, que... Et ben après, les personnes le vivent quand même beaucoup mieux, ce départ-là. Donc c'est vrai que quand on est en Île-de-France, on a quand même plutôt de la chance. Il vaut mieux ne pas être au fin fond Oui, c'est vrai. C'est très injuste. Et je pense qu'il y a aussi un énorme travail à faire sur l'accompagnement à domicile, sur les EHPAD. Les EHPAD, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes âgées, dépendantes. Il y a statistiquement des chances qu'ils arrivent en fin de vie à un moment. Et pourtant... peu de choses sont prévues, donc c'est quand même assez triste de voir qu'il y a encore des gens qui sont emmenés aux urgences, qui meurent aux urgences. C'est quand même... voilà, je trouve que la société a tellement mis de côté la mort que finalement... Et pourtant, il y a toujours ce débat autour, par exemple, de l'euthanasie qui revient régulièrement. Vous avez l'impression que justement, quand des soins palliatifs existent, les demandes d'euthanasie sont moins nombreuses? Oui. Quand les soins palliatifs existent, quand la prise en charge est possible, quand la personne est entendue, dans sa demande d'euthanasie aussi, on fait l'expérience assez régulièrement à l'unité, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui font des demandes d'euthanasie puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les souffrances psychologiques. Ce sont des personnes qui sont vraiment en souffrance psychologique et on les écoute et on essaie de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, il y a plein de choses derrière. Il y a j'ai trop mal, ça c'est la première chose. Il y a je pèse trop sur ma famille. Il y a j'ai peur de ne pas être écoutée, j'ai peur d'être abandonnée. Une fois qu'on arrive à prendre en charge et à donner des réponses à toutes ces questions-là, la majorité des demandes tombent sous les 48 heures. Donc c'est aussi ce qui est très injuste. C'est-à-dire qu'on a une idée toute faite de ce qu'on voudrait, mais ce n'est pas forcément la même que celle qu'on aura quand on sera malade. Je m'aperçois que l'homme est capable de négocier beaucoup de choses, de s'adapter, d'inventer, d'être créatif. Ça, c'est extraordinaire, la faculté qu'ont les hommes jusqu'au bout de leur vie. De vivre jusqu'au bout de leur vie et d'apprécier tous les instants. Il y a une récente loi sur la fin de vie qui a été adoptée par le Parlement il y a un an à peu près. Est-ce qu'elle simplifie un petit peu les choses dans les relations entre personnel médical, malade? Honnêtement, je ne suis pas très sûre. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle change énormément de choses dans les unités de soins palliatifs. Parce que dans les unités de soins palliatifs, ce sont des unités où on est habitué à écouter le malade, à essayer de connaître ses directives anticipées, de connaître ce qu'il souhaiterait, de chercher un témoin qui puisse dire ce que la personne aurait voulu. Donc cette démarche, elle est faite, et elle est faite en concertation. Là où ça me semble plus compliqué, c'est que, notamment sur ces directives anticipées qui sont dites maintenant le gouvernement a lancé une campagne d'information en ce moment. Est-ce que ça... Oui, alors ça, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, qu'on puisse parler. Je pense qu'aprais... ça permet d'ouvrir le dialogue sur la mort. Ça permet d'ouvrir, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi former les soignants. Est-ce que vous avez l'impression que toute cette expérience que vous racontez dans votre livre, Toute fin est une histoire, est-ce que ça a changé votre rapport à la mort, in fine? Disons que je m'y suis familiarisée. Voilà, je me suis familiarisée à la mort. Je ne peux pas dire qu'elle m'effraie moins ou plus.
Je pense que chaque mort est vraiment singulière et je ne sais absolument pas comment personnellement je serai quand j'y arriverai et je ne sais pas du tout comment je serai quand mes proches y arriveront. Donc il y a vous avez eu besoin de raconter cette expérience pour vous alléger ? Non, en fait, j'ai eu besoin de raconter cette expérience parce qu'en tant que bénévole, on nous demande de témoigner assez souvent dans des lieux divers, des instituts de formation, des tables rondes, etc. Et à chaque fois que j'ai parlé justement des soins palliatifs, de ce qui s'y passait, j'ai trouvé un décalage monumental entre l'idée que les gens se font de ces lieux, qui sont des mouroirs où les gens meurent abandonnés dans la souffrance, et la réalité de ce que je vis, qui sont quand même des lieux de vie. Ce sont des lieux où il y a de la souffrance, je ne vais pas dire le contraire. Et ce décalage, je me suis aperçue que la seule façon de pouvoir donner ce que je vivais, c'était de raconter des histoires, en fait. C'est de raconter ce qui s'y vit et ce que je partage avec les personnes. Voilà, ces histoires de fin de vie, bien, on peut les lire dans votre livre, Véronique Comollet. Toute fin est une histoire. C'est pas forcément triste, hein. Ça peut être aussi source d'espoir sur des fins de vie qui peuvent se faire dans la douceur et l'apaisement. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau. On va terminer cette émission avec le best-of de la journée sur Public Sénat, tout le meilleur de nos émissions aujourd'hui. Et ce best-of est réalisé par Samia Dechir. Le revenu universel, selon certaines versions, ça peut être non pas un point d'appui pour lutter contre le chômage, la précarité, l'aliénation au travail, ça peut être au contraire le meilleur, finalement, une espèce de cadeau empoisonné pour avaliser l'idée, finalement, qu'on va s'habituer à l'idée qu'il y aurait 6 millions de chômeurs. Et ben moi, je suis pour le partage du temps de travail. Je ne vais pas m'habituer à l'idée qu'on réclame et qu'on impose à ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot dans les entreprises du public ou du privé de travailler plus longtemps, alors qu'à l'extérieur, il y a simplement 6 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi. Donc il faut travailler moins dans les entreprises pour que tout le monde ait un travail à l'extérieur. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Des adolescents qui jouent avec leur téléphone portable en plein cours de mathématiques. Ici, pas de remontrance, c'est leur enseignante qui a préparé ce quiz, accessible en ligne via une application mobile. Les faire utiliser les ordinateurs ou les portables, c'est aussi un moyen de les rendre actifs dans leur apprentissage. En Finlande, les enseignants jouissent d'une grande autonomie dans leur travail. Autre pilier de l'éducation finlandaise, la grande liberté laissée aux élèves, et cela dès leur plus jeune âge. Panu enseigne à une classe de 6e, et comme tous les lundis, il leur présente le programme de la semaine. À eux ensuite d'organiser leur travail. Ça, c'était le programme des choses à apprendre la semaine dernière en mathématiques et en sciences. Chaque élève a choisi dans quel ordre il a fait ses exercices et ensuite il s'est auto-évalué grâce à cette grille de couleurs. Ici, pas de journée entière sur une chaise. Les enfants se déplacent librement dans la classe pour comparer leurs résultats et s'entraider. Et quand ils seront plus grands, ils composeront eux-mêmes leur emploi du temps. Au lycée, c'est l'élève qui choisit ses matières. Si les socialistes étaient éclaircis plus tôt, il y aurait eu deux projets différents. Le projet représenté par Macron, dans lequel se reconnaissent un certain nombre de socialistes, et Benoît Hamon, qui représente un socialiste plus soucieux des classes populaires, plus soucieux d'un changement de méthode de gouvernement, et dans lequel qui a été rejoint par les écologistes. Donc là, il a gagné la primaire sur ses idées. Il ne va pas gagner la primaire et dit je reprends les idées des autres. Enfin, c'est inconcevable. Alors, donc les autres socialistes, qu'ils sachent où ils sont. S'ils considèrent que le Parti socialiste n'a pas à être solidaire des pauvres et des travailleurs pauvres, et à ce moment-là, qui choisissent eux-mêmes de rejoindre un parti qui va continuer à défendre les banques et autres et autres. Tous sont venus débattre d'une réforme du secteur d'aide à domicile pour les personnes âgées. L'enjeu pour la profession, créer une rémunération au juste prix pour les salariés, la qualité d'intervention et l'équilibre des structures en difficulté financière. C'est un métier d'avenir, comme tout le monde le dit. Et malheureusement, les conditions de travail, les salaires ne suivent pas. Les salariés sont en grande détresse. Et si on veut que ce soit un métier d'avenir, avec un salaire convenable et des conditions de travail acceptables, il faut vraiment que ça change et qu'il y ait les moyens financiers mis derrière.
Aujourd'hui, 15 millions de personnes ont plus de 60 ans. Le secteur de l'aide à domicile est donc un secteur d'avenir qui devrait recruter 300 000 nouveaux emplois d'ici 2030. Mais faute de financement, 107 associations d'aide à domicile ont mis la clé sous la porte ces 2 dernières années. Voilà donc pour ce best-of de la journée sur Public Sénat monté ce soir par Samia Dechir. Merci à tous de nous avoir suivis en direct dans cette émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique sur Public Sénat. Eh bien, c'est notre matinale demain matin, Territoire d'info, présenté par Cyril Villiers. Et c'est Corinne Lepage qui a rejoint le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron qui sera notre invitée. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.